On a tous cette impression, non, d'être les auteurs de nos propres vies, de nos émotions les plus intimes à nos choix les plus simples. Mais et si on ne faisait que suivre un scénario, un script invisible qui n'aurait pas été écrit par nous, mais par la société elle-même? C'est cette idée, un peu vertigineuse, qu'on va explorer ensemble en s'appuyant sur le travail du sociologue Marcel Mauss pour décoder ces forces sociales cachées qui nous façonnent. Pour commencer, partons d'une expérience que tout le monde connaît, quelque chose de très personnel, le deuil, la perte d'un être cher. Quand on vit un deuil, le chagrin, il semble jaillir du plus profond de nous, de manière complètement spontanée. C'est notre douleur à nous, elle est unique, elle est intime. On se dit que c'est une réaction purement individuelle. Logique, non? Et si cette spontanéité n'était qu'une apparence? Si derrière nos larmes se cachait en fait un protocole social, quelque chose de très codifié? C'est exactement cette question, assez provocatrice, qu'on va creuser. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. Au-delà de nos émotions, toutes nos vies sont encadrées par d'immenses structures, souvent invisibles. Pensez-y, l'argent, le mariage, la loi, tout ça existait bien avant qu'on arrive. C'est ce que Mauss, en suivant son oncle Durkheim, appelle des faits sociaux. Alors, un fait social, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est une règle du jeu qui est déjà là, bien avant notre naissance. Personne n'a personnellement inventé la monnaie ou le code de la route. Ces systèmes nous sont extérieurs et surtout ils s'imposent à nous. Il y a une sorte de force de contrainte. Essayez d'ignorer l'un ou l'autre et vous allez vite voir les conséquences. Et cette citation de Mauss, elle résume ça parfaitement. Essayer d'agir en dehors de ces cadres établis, c'est un peu comme vouloir jouer à un jeu en inventant ses propres règles et en espérant que tout le monde suive. C'est l'échec assuré. La pression du groupe pour qu'on se conforme est juste immense. Bon, revenons à notre exemple du chagrin. Comment est-ce que cette idée de fait social peut bien s'appliquer à quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Mauss, il parle de l'expression obligatoire des sentiments. D'un côté, il y a ce qu'on a l'impression de ressentir, une douleur intérieure, personnelle, et de l'autre, il y a la réalité sociale, une performance publique, un rôle que la société s'attend à nous voir jouer. C'est un peu comme si on devait enfiler un masque de tristesse pour satisfaire le groupe. Et le point crucial, c'est que les larmes peuvent avoir des fonctions qui n'ont rien à voir avec le chagrin. Mauss décrit des rituels où pleurer, c'est une façon de dire bonjour. Ou, comme c'est les cacadous d'Australie, c'est carrément une prestation économique et juridique. Le chagrin que l'on montre devient une affaire d'échange. L'émotion est complètement codifiée. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que nos catégories bien séparées d'aujourd'hui, l'économie d'un côté, la religion de l'autre, le droit encore ailleurs, eh bien ça n'existe pas de cette façon partout. Dans beaucoup de sociétés, tous ces aspects de la vie sont tellement liés qu'ils ne forment qu'une seule et même chose. C'est ce que Mauss appelle un phénomène social total. Prenez un grand festival tribal, par exemple. Ce n'est pas juste une fête, c'est en même temps un marché où l'on s'échange des biens, un rite religieux, une assemblée juridique où l'on va régler des conflits, une exposition d'art. Tout se passe en même temps. C'est toute la société qui se met en scène dans son intégralité. Une idée vraiment puissante, très loin de nos vies modernes où tout est compartimenté. Et maintenant, on arrive à la révélation finale, la plus profonde. La société, elle ne façonne pas seulement ce qu'on fait ou ce qu'on ressent. Elle façonne la manière même dont on pense. C'est le concept de sociocentrisme. L'idée est simple, mais elle est radicale. La société projette sa propre structure sur l'univers tout entier. Le centre du monde, ce n'est plus l'individu, c'est le groupe. La manière dont la tribu est organisée devient le modèle pour comprendre tout le cosmos. Prenez cet exemple incroyable des Zuni, un peuple amérindien. Pour eux, les divisions du monde naturel correspondent pile-poil à la structure de leur société. Le nord est associé à la couleur jaune, à l'élément de l'air et au clan du vent. L'ouest, c'est le bleu, l'eau et le clan de l'eau. Vous voyez le mécanisme? C'est limpide. La structure sociale n'est pas juste une organisation, elle devient la clé de lecture pour l'univers entier. La société fournit, littéralement, les catégories de la pensée. Donc si on résume, de nos émotions les plus intimes jusqu'aux grandes catégories de notre esprit, on suit tous, bien souvent sans même s'en rendre compte, des scripts sociaux. La société n'est pas juste un décor de fond, elle est l'architecte de notre réalité intérieure. La pensée de Mauss a beau avoir un siècle, elle est d'une actualité brûlante. Réfléchissez-y une seconde. Entre la pression des algorithmes, les tendances virales qui dictent nos goûts et les nouvelles normes sociales qui émergent en ligne, la question est encore plus pertinente aujourd'hui. Qui ou quoi tient vraiment la plume de notre histoire ?